Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges, avec aujourd'hui la French Tech qui accompagne les entreprises dans différents domaines. Ainsi Libio, une société spécialisée en modélisation moléculaire, et Silis Electronics se recentre sur le développement de ses propres produits. La situation se redresse, mais assez lentement par rapport à ce qu'on souhaiterait. Le Mac d'Esther, c'est parti. La French Tech Limousin compte plus de 80 entreprises qui œuvrent toutes avec un objectif d'innovation dans des secteurs différents, environnement, santé, numérique, grand âge. Avec Limoges Métropole, c'est un véritable point d'appui pour les entreprises. La French Tech accompagne les entrepreneurs dans leur recherche de financement, mais pas seulement. Alors le nerf de la guerre, c'est le financement des startups pour pouvoir essayer de lancer les activités et puis faire en sorte qu'on puisse tenter de les pérenniser ou de les mettre en œuvre. Dans un contexte économique compliqué, c'est-à-dire qu'on n'a pas de budget, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si la French Tech existera demain, on ne sait pas réellement quelles sont les ambitions économiques du gouvernement, les clients finaux ont du mal à se positionner sur, pourquoi pas, même la prise d'achat ou la mise en œuvre de programmes avec des startups. C'est encore plus difficile pour les investisseurs, voire les banquiers, d'accompagner des projets naissants qui n'ont pas forcément tout de suite trouvé les premiers clients, qui sont en phase de développement, en phase de test ou de laboratoire. C'est encore plus compliqué pour eux de prendre des risques et donc d'accompagner les startups. Régulièrement, la French Tech organise une compétition entre entrepreneurs, la Startup Battle. Le format a évolué cette année. Aujourd'hui, on fédère les acteurs de l'innovation au sens large et on fait évoluer aussi en fonction de ce qui se passe sur le terrain. On a fait évoluer cette année le Startup Battle sur le financement, où l'idée, effectivement, comme ça a été dit, on est sur des projets matures avec un haut niveau de confidentialité, comme on est sur des projets qui sont hautement stratégiques, avec des projets dans la santé notamment. Et c'est pour ça qu'on a organisé ce format d'opération cette année, soutenu par la mission French Tech dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle le Community Fund, et en partenariat avec la Banque de France qui nous a ouvert ses portes à Limoges. À la faculté de médecine, Damoclès développe une machine d'analyse rapide permettant en 2 heures d'identifier une source bactérienne d'infection. La solution a été validée, un prototype présenté, et cette année, il faut trouver 1 million d'euros pour continuer. Au démarrage de Damoclès, comme dans beaucoup de startups, c'est principalement en fait des aides régionales, c'est des aides de la Banque publique d'investissement et c'est des aides de réseau, c'est-à-dire être labellisé dans des réseaux comme French Tech par exemple, qui nous permettent en fait d'avoir de la visibilité, de répondre à des appels à projets et donc du coup de pouvoir obtenir des financements non dilutifs, donc des aides, des subventions, des prêts, qui nous permettent de financer le début de l'aventure. C'est donc une levée de fonds en cours qui a démarré et qui commence bien, principalement avec des business angels et avec peut-être des fonds d'investissement, on est en train de regarder. Le but c'est de clôturer au premier trimestre pour pouvoir en fait lancer l'industrialisation de cette machine et la mettre dans des cliniques vétérinaires dès l'année prochaine. 2 univers se rencontrent, les finances et la recherche, avec des tempos et des échéances qui, parfois, ont du mal à correspondre. Mon expérience professionnelle me dit que c'est jamais arrivé. Mais dans notre challenge, c'est de faire en sorte qu'il y ait une concordance entre ces deux tempos. Le but, c'est de gérer, en fait, de donner une visibilité en termes de trésorerie à la société. Donc là, on a une visibilité très précise. On sait le niveau de risque qu'on peut prendre. Là, on doit investir pour avoir le meilleur retour sur investissement. Ici, l'équipe de Curlim travaille à stopper une maladie rare, la maladie de Charcot-Marie-Touche, une approche très ciblée d'une partie infime des neuropathies dégénératives. C'est un point très important, je dirais très critique. Le danger de nos solutions, c'est d'être trop ambitieux. C'est-à-dire, on a une solution, on va répondre à toutes les maladies, toutes les neuropathies. Si on fait ça, il faut beaucoup de budget et on a un risque de défocalisation. Donc, dans un premier temps, il faut aller sur les preuves de concept, aller jusqu'à la fin de préclinique sur une solution, montrer que ça fonctionne. Et bien sûr, on a l'ambition de développer et d'étendre nos solutions sur d'autres applications. Mais il faut faire attention, très attention à la défocalisation et bien gérer le budget en parallèle. Lancé en 2018, Neop, spécialiste du contrôle d'accès, a été brutalement stoppé par la Covid et a dû trouver une solution. Et à ce moment-là, donc on s'est posé la question de savoir comment rebondir. Et donc on s'est associé avec un industriel de la région Nouvelle-Aquitaine qui a investi dans la société en faisant une augmentation de capital, ce qui nous a permis du coup de prendre une nouvelle direction, puisque faire rentrer un industriel, c'est aussi faire rentrer des compétences et les partager réciproquement. Donc là, ça a été quand même un apport net de trésorerie aussi à ce moment-là, pour que ce qui précédemment a servi à valider un concept, à faire un prototype abouti, nous permette avec
cette nouvelle association d'accéder au marché. En accompagnant les entreprises et les collectivités sur leurs besoins de géolocalisation des biens et des personnes, Alexandre Pataro, lui aussi, a cherché des solutions de financement, mais aussi et surtout le moyen de montrer son produit. C'est pas la première fois qu'on teste ce sujet-là. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin, à l'échelle nationale, de montrer ce qu'on sait faire, donc à travers de lieux de démonstration, à travers de personnes en capacité de vendre notre produit, notre service. Et c'est ça qui me manque aujourd'hui, en fait. La technique, on l'a. Au-delà des sources de financement, c'est bien le réseau qui compte. On ne peut pas entreprendre en restant seul. Vous êtes le super spécialiste de ce que vous allez créer, puisque c'est vous qui le mettez en œuvre. Mais il faut que vous soyez le super spécialiste du financement et de la comptabilité. Il faut que vous soyez super spécialiste de la communication, du marketing, de la vente. C'est impossible à faire seul. On a donc besoin, pour monter une entreprise, d'avoir un pactole de départ pour pouvoir structurer l'entreprise et lui donner de la pérennité, ou en tout cas envisager quelque chose et son futur. Évidemment, c'est tout au long de la vie de l'entreprise. C'est aussi une adaptation en fonction des besoins à un instant précis. C'est de la mise en relation avec les bons interlocuteurs en fonction du niveau d'avancement des projets, vers que ce soit des partenaires, que ce soit des structures d'accompagnement, que ce soit des structures financières. C'est effectivement un accompagnement tout au long de la vie d'un projet. Depuis son arrivée à l'incubateur Avril jusqu'à la création de Incilibio en 2019 à Limoges, son président Maxime Jouot n'a pas chômé. Aujourd'hui, il gère une société spécialisée dans la recherche sous contrat en modélisation moléculaire. Le nom est original, on l'aime beaucoup. Quand on fait de l'expérimentation sur les animaux, on parle d'expérimentation in vivo. Quand on fait de l'expérimentation sur les cellules dans des tubes à essai, on parle de in vitro. Et l'alternative numérique que l'on pratique, nous, à Incilibio, c'est l'in silico, dans la silice. Donc c'est le pendant numérique des deux types de recherche. On est une entreprise de biotechnologie, on vend de la recherche à nos clients du privé et du public, dans les domaines de la pharma, de la cosméto et de l'agro. La modélisation, elle nous permet déjà de descendre à une échelle qui est extrêmement dure à atteindre, l'échelle atomique. Pour l'atteindre expérimentalement, il faut des microscopes électroniques, ce sont des installations énormes qui coûtent une fortune et qui ne vous permettent même pas de voir les atomes correctement. Nous, on est capable de prédire la position d'un atome par rapport à l'autre. Et maintenant, avec la puissance de calcul qu'on a, on peut le faire sur des milliers d'atomes. Et en fait, on peut vraiment comprendre comment fonctionne une molécule dans son environnement qu'on va être capable de modéliser. Donc la révolution, elle est là. Elle est que je peux tester des centaines de molécules tout en même temps. Je peux le faire très vite. Et je peux le faire de manière complètement éthique en me passant complètement de l'expérimentation. Alors je dis complètement, le but c'est de ne pas remplacer complètement l'expérimentation, mais quand mes clients viennent me voir, ils me donnent tout un pool de molécules, et moi je vais leur dire, c'est ces deux-là qui fonctionnent bien, allez-y, testez juste ces deux-là. Et donc derrière, ils font à la fois des économies de temps, d'argent, et puis bien sûr un petit peu moins d'expérimentation, ce qui est pour le mieux. Incilibio emploie une équipe de 8 personnes et poursuit son développement au sein d'Ester Technopole. Une de nos grosses limites, c'est nos clients qui viennent nous voir avec un extrait de plante qui contient des milliers et des milliers de molécules. Et là, nous, on ne peut pas tout modéliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur une famille de molécules en particulier pour raconter une histoire sur cette famille de molécules-là, et puis quelques autres, mais on ne pourra pas tout simuler. En fait, la limite, elle est encore dans la taille des systèmes. Pour l'instant, on peut modéliser que des petits bouts de cellules, que des petits bouts de membranes. On n'est pas encore sur des organes ou des organismes. Et la notion environnementale, elle est dans la réduction du nombre de tests. Soyons honnêtes, un laboratoire qui doit fonctionner, c'est beaucoup de déchets, c'est beaucoup d'énergie aussi, et puis c'est de temps en temps des modèles animaux. Et là, l'approche, bien que nécessaire, si on peut la limiter et la réduire, on agit pour le mieux. Nos clients sont des grands groupes de la pharma. On travaille aujourd'hui, par exemple, pour le leader des excipients à l'échelle mondiale. Ce sont des grandes boîtes cosmétiques, dont je n'ai pas le droit de vous donner le nom, mais de toute façon, tous les plus grands, on les a en clients. Et puis, ce sont des sociétés agroalimentaires. Dans l'agroalimentaire, on va travailler pour des gens qui font du complément alimentaire pour l'industrie de l'élevage ou qui font des compléments alimentaires, même pour l'humain. Silis est une sorte de boîte à outils grandeur nature. Un problème d'électronique, de pilotage, de télécommande ou de télésurveillance.
le bureau d'études trouvera la solution. C'est l'intérêt du métier, ça correspond vraiment à mon tempérament, effectivement. Moi, j'ai travaillé déjà dans des grosses entreprises qui sont très très intéressantes pour l'expérience. Mais en ce qui concerne mon tempérament, j'aime bien toucher des choses d'un petit peu de A à Z. Alors, un bureau d'études électroniques, c'est toujours très difficile d'expliquer parce que souvent, tout le monde pense que les schémas électroniques existent dans les tiroirs. Mais en réalité, il faut les créer à chaque fois, chaque schéma en fonction de chaque application. Comme un couturier, c'est du sur-mesure que propose Christian. C'est ça, tout à fait. Nous sommes obligés effectivement de monter des éléments en fonction de chaque besoin client. Les clients viennent nous voir, effectivement, c'est pour répondre à un besoin particulier pour lequel ils ne trouvent pas de solution en standard dans le commerce. Très petite entreprise, Silis, comme d'autres, a tangué pendant le Covid et les années d'après. C'était une période de turbulence, la situation se redresse, mais assez lentement par rapport à ce qu'on souhaiterait. Ouais, c'est un boulot de tous les jours. Tout à fait, je crois qu'il faut remettre chaque jour en cause de tout ce qui a été établi. À l'origine, la société Silis Électronique ont développé donc des cartes électroniques pour des industriels. Et à l'occasion du Covid, plus ou moins, on s'est recentré sur le développement de nos propres produits. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de sécuriser son parcours d'entrepreneur en ayant la main sur la totalité de sa production ? Alors, ça correspond en réalité à ce que je souhaitais faire depuis le début et que je n'ai jamais franchement lancé. Et comme un objectif récurrent, simplifier le dispositif, le rendre agile, avec le moins de contraintes possible. La domotique demande une box ? Aujourd'hui, on s'en passe. Voici un exemple type, c'est un petit peu notre produit phare, voilà, qui est sorti depuis de peu de temps. Donc, ce produit s'appelle le gestionnaire d'énergie. Donc, à l'intérieur de ce produit-là, on a un module de communication GSM avec une carte SIM. Donc, à distance, tout simplement avec un téléphone et sans charger d'application, simplement avec des SMS, on est en mesure de commander et contrôler toute l'installation de chauffage. En le connectant au compteur électrique intelligent, on est en mesure de récupérer des informations utiles, par exemple dans le cas d'une location saisonnière. On est en mesure donc en entrée et sortie de location, d'établir pour le client la consommation électrique. On n'est pas allé dans le gadget, je pense pas, et c'est des fonctions qui sont bien typées. La mise en service simplissime se fait par un électricien ou un bricoleur calé en électricité. Reste maintenant à distribuer nationalement cette nouveauté. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.